Bonjour à tous, bienvenue dans Connect, l'émission dédiée aux objets connectés. On va parler aujourd'hui de robots à roulettes, robots qui volent et tout un tas d'autres usages, bien sûr. C'est le teasing et je vois que ça fait sourire Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy Kessler, vous êtes le directeur général d'Awabot. Un robot à roulettes dans cette catégorie, parce qu'il va falloir s'habituer au monde des robots. Mais vous n'aimez pas tellement qu'on parle du terme de robot, c'est plus que ça pour vous? C'est plus que ça ou c'est peut-être moins que ça d'ailleurs. Parce qu'un robot, c'est beaucoup de fantasmes, on en parle beaucoup. On imagine tout de suite Iron Man, Terminator, enfin quelque chose qui fait iRobot. Tout, iRobot. Enfin, Iron Man, c'est un homme quand même derrière. Ouais, enfin un homme qui ne fait pas grand-chose sans sa carapace quand même. Et alors que nous, on travaille plutôt sur l'usage, sur le service. Et la machine, elle est vraiment au service de l'homme et elle prend très peu de décisions. Oui, vous aussi, c'est un homme finalement. Ça permet à... C'est presque Star Trek là pour le coup, c'est de la téléportation. Exactement, on est Expliquez-nous l'étape d'avant Star Trek. Ouais. En fait, c'est extrêmement simple, ça vous permet de vous télétransporter quelque part, donc dans une machine. C'est la dernière étape de communication avant la présence. Vous avez l'email qui est... l'asynchrone, le téléphone, on entend juste la voix, la visio, vous avez la voix et l'image, et la téléprésence robotisée, vous avez tout ça, plus la mobilité. Donc c'est la dernière chose avant de vous serrer la main physiquement. Donc téléprésence robotisée, ça C'est ça, téléprésence robotisée, avatar. Donc c'est un système de communication intelligent. Vous nous avez apporté un petit film, on va découvrir ensemble à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment... Ça peut sembler, je ne voudrais pas caricaturer, mais d'un écran qui roule, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'en effet, on peut se dire, voilà, moi j'ai déjà FaceTime sur mon téléphone, bon, qu'est-ce que ça change? Là, effectivement, c'est un écran qui roule, puisque vous avez un système de communication haute définition qui est posé sur une base mobile, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est que ça va... la différence avec FaceTime, c'est que FaceTime, vous allez l'utiliser pour... vraiment de l'occasionnel, vous allez appeler quelqu'un, coucou, regarde où je suis, coucou, et puis c'est fini. Parce qu'il faut le tenir, parce qu'il faut le tenir, parce qu'il faut, vous avez le contrôle de la personne, alors que là, la personne est incarnée dans une machine, dans un objet, et c'est elle qui choisit. Elle choisit de faire ce qu'elle veut, elle va discuter avec vous, et elle est là, c'est de la présence. C'est sa volonté qui en fait, prévaut et pas la mienne. C'est comme si elle était là, et on traite une machine de téléprésence exactement comme une personne physique. Alors, on regarde ce film, je vous laisse nous décrire un peu ces images, parce que votre terrain de jeu, ce sont les entreprises. Vous avez décidé d'attaquer le marché par le B2B. Alors voilà, on a décidé d'attaquer par le B2B pour plusieurs raisons. Il y a la raison déjà du prix, parce que c'est des machines... Aujourd'hui, c'est une machine qui coûte le BIM Pro entre 10 et 20 000 euros. Donc, on est quand même sur des budgets importants. Et deuxièmement, parce que les usages en entreprise de ce genre de technologie sont les plus évolués. Mais tout comme le téléphone portable est arrivé en premier dans les entreprises et c'est démocratisé. Donc on voit ce robot, il manque que pas la parole, mais il manque que les bras en l'occurrence, non? Il manque que les bras, on est vraiment sur on va dire la V1 de la téléprésence mais vous pensez déjà à ça? Bien sûr, alors là on parle de téléprésence, nous-mêmes on parle de smart présence, comme vous aviez le téléphone et le smartphone, là c'est que la téléprésence, la smart présence, c'est ce qu'est, vous aviez Skype, quelque chose de très fixe, et vous allez avoir la smart présence, donc avec de la mobilité rajoutée. Quelles sont les premières entreprises, les premiers secteurs d'activité qui s'intéressent à cette technologie? Alors, nos tout premiers clients, c'était principalement des grands comptes du CAC 40, des pétroliers, des énergéticiens. Des gens qui ont de l'argent ou parce qu'il y a une raison business? Alors déjà des gens qui ont de l'argent et des gens qui ont un usage derrière. Aujourd'hui, on travaille avec, par exemple, Suez Environnement sur de l'accueil clientèle déporté dans des zones rurales où ils n'avaient pas de quoi mettre une agence et du coup, ils mettent un robot de téléprésence pour être accueillis par un humain, finalement. Et quelle est la réaction alors des humains face à ces avatars? Écoutez, des premiers retours qu'on en a eu, en tout cas, ça a augmenté la fréquentation des lieux parce que les gens déjà ont envie de voir le robot et il y a un vrai sentiment de présence. Quand vous êtes en communication avec quelqu'un qui est dans ce genre de machine, vous allez rapidement oublier qu'il y a une machine entre vous deux. Bruno Bonnel est à l'origine de cette société. On rappelle son parcours au sein d'Infogrames et autres. Et il s'est lancé dans cette révolution des robots. La robolution. La robolution, comme il dit, absolument. Comment ça s'est passé cette rencontre et pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce projet? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Ce qui m'a convaincu, c'est vraiment déjà la vision de Bruno Bonnel est quand même assez impressionnante quand vous discutez avec ce genre de personnes et que vous voyez
que ce n'est pas un esprit cantonné à ce qui se fait déjà. Donc, ça vous donne déjà envie de vous lancer dans l'aventure. C'est-à-dire, sa vision, elle va très loin, en fait Sa vision, c'est sky is the limit, quoi. Donc, on va vraiment partir de la problématique d'un utilisateur. Et après, on se posera la question de comment on va le faire, combien ça coûte, et toutes ces questions-là. Et donc, ça veut dire qu'en effet, ce monde dont on parle, de science-fiction, de films qui ont popularisé ces robots, ces intelligences artificielles, c'est ça la vision. Et la question, c'est à quelle distance on est de ce monde de science-fiction? Alors justement, il faut faire attention de ne pas tomber dans ces stéréotypes parce qu'on est très très vite conditionné par ce qu'on a pu voir dans son enfance et ce qu'on voit toujours à la télé. On est extrêmement loin Enfin, on est loin, sans en être trop, mais de ce genre de technologie, comme vous pouvez voir dans Clone, le film avec Bruce Willis, par exemple, avec des implants dans le cerveau, parce que finalement, c'est de la téléprésence. Hein. C'est de la téléprésence à 100 ou 200 ans. Avec de la biologie et de la chirurgie surtout. Mais en effet, on voit les voitures connectées. Il y a encore 2 ans, vous auriez demandé à quelqu'un dans la rue si la voiture automatique, qui conduit toute seule, était vraiment un fantasme ou si ça allait se populariser. Maintenant, on les voit dans les rues de San Francisco. Bien sûr, mais nous, on est aussi dans nos bureaux avec une société qui s'appelle Navia, une société française qui fait aussi des véhicules autonomes, donc on est vraiment juste à côté. Ouais. Votre business plan, c'est quoi? C'est-à-dire que là, vous avez vendu quelques dizaines de robots en 2014. Vous projetez quoi? Écoutez, nous, on a commencé par une gamme très professionnelle avec un robot qui s'appelle le BIM Pro, qui est un robot durci, vraiment pour des usages professionnels. Et on a un autre robot qui arrive, qui est le BIM Plus, qui lui va coûter entre 2 et 10 000 euros. Donc on comble la gamme. Et donc forcément, avec des usages beaucoup plus grand public, enfin early adopter et surtout TPE, PME. Donc là, vous avez un business qui est beaucoup plus important. Bon, et puis le Bimbo sera le robot fille. Exactement, celui-là c'est top secret. Bon, pourquoi BIM d'ailleurs? BIM, c'est le rayon dans Star Trek, entre autres. Ah, donc vous voyez, BIM Me Up Scotty, c'est comme ça c'est l'expression qui est utilisée dans Star Trek, c'est le rayon. Quand il se BIM Oui, quand il se télétransporte. BIM, ça veut dire aussi le sourire en anglais, ça veut dire la poutre, donc la fondation bien solide, ça veut dire plein de choses. C'était du bon français, mais ça fait penser plus à R2D2 pour l'instant que Star Trek. Nous, de toute façon, dans notre philosophie chez Awabot, on est plus R2D2 que C3PO. Donc le majordome qui bouge les bras mais qui malheureusement rend pas beaucoup de services. On est plus usage la et boîte de conserve mais qui fonctionne. Voilà, alors on va justement travailler un peu plus sur les designs dans les futures versions, mais clairement usage avant tout. Et vous fabriquez aussi vous-même une grosse partie des ingrédients, vous assemblez, vous intégrez? Chez Awabot, on fait plusieurs choses, effectivement, on intègre. On fait beaucoup de software, surtout, parce que l'usage, c'est derrière le software. On travaille sur des gros projets de R&D avec différents partenaires, entre autres académiques. Il faut toujours être sur la prochaine génération. Donc, chez Awabot, il y a des gens qui font du software, il y a des gens qui vont faire un peu de hardware, qui vont customiser des robots, voilà. Ouais. C'est une société qui a vocation, j'imagine, à rayonner bien au-delà de ses frontières. C'est quoi le principal marché? On pense forcément aux États-Unis. Est-ce que l'Europe est bien placée là-dedans? Oui, complètement. L'Europe est très bien placée. On n'a vraiment pas à rougir du marché européen, bien au contraire, parce qu'il y a beaucoup de compétences il y a beaucoup de R&D, il y a énormément de compétences de R&D, et puis le rapport qualité-prix est quand même assez important. Quand vous allez dans la Silicon Valley, vous dites ça coûte quelque chose qui va pas. Mais malgré tout, est-ce que justement le marché, parce qu'on sait que ce côté, il y a un peu parfois de conservatisme aussi en Europe, on est prudent vis-à-vis de ces nouveaux usages. Est-ce que le marché va être ici ou va partir en Asie, aux États-Unis? Nous, l'Asie, pour l'instant, c'est des systèmes de communication un peu particuliers, donc culturellement, l'Asie, on y va prudemment. Mais en Europe, déjà, c'est aussi notre travail, un gros travail d'évangélisation, ce qu'on fait grâce à vous aujourd'hui, entre autres. Mais beaucoup de gens nous ont fait confiance et on continue et ça va marcher. Ça, on n'en doute pas, et c'est ce qu'on vous souhaite. Voilà, donc c'était Awabot BIM Pro. On va accueillir une autre start-up qui n'est pas très loin de Lyon, où vous êtes basé, qui est à Grenoble, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais restez avec nous.
On a le plaisir d'accueillir Antoine Level. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors oui, vous êtes voisins hein, en fait, Grenoble, Lyon, ce sont des territoires très dynamiques, très innovants. On raconte la petite histoire, Antoine, vous êtes tombé sur finalement un BIM Pro il n'y a pas très longtemps et vous pensiez que c'était une start-up américaine qui faisait ça. Tout à fait, ouais. J'étais à Palo Alto en train de rencontrer les investisseurs, je suis arrivé un petit peu en avance au rendez-vous, je gare ma voiture, je vois un magasin en face qui avait l'air sympa, je rentre et je vois que des BIM. Et j'ai trouvé l'expérience géniale. Donc j'en veux un pour mes bureaux à Grenoble parce qu'on va s'installer à San Francisco. C'est une belle histoire en fait, vous êtes à 150 km l'un de l'autre et finalement c'est à Palo Alto que vous faites connaissance. Mais bon, ça sert à ça la téléprésence, il n'y avait pas l'avatar finalement de Jérémy mais ça aurait pu. Et pour la petite histoire, donc le magasin est sans vendeur et les types qui nous faisaient la démonstration sont basés à New York. D'accord. Bon, on est vraiment en effet dans ce monde de téléprésence. Alors, on va revenir à ce que vous faites, vous. Antoine, Squadron System, c'est le nom de la société, vous en êtes le président et vous avez lancé un ExoPlus, c'est le nom, mais qui a déjà un très gros succès. C'est un drone volant. Donc volant par définition, c'est une caméra mais qui vous suit en fait, c'est ça? C'est une caméra volante, c'est une nouvelle manière d'utiliser votre caméra d'action. Donc imaginez que vous avez une GoPro, vous êtes toujours en train de la porter, de la mettre sur le casque ou de la porter à bout de bras. On va juste changer cette manière de l'utiliser. Vous allez avoir un drone qui va la porter, une application smartphone qui va vous permettre de la lancer, de choisir vos mouvements de caméra. Vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire qu'on peut scénariser finalement ce que va faire le drone, est-ce qu'il va tourner en cercle, monter, descendre, zoomer, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Ça a eu... on va voir hein, aussi, vous nous avez apporté un petit film qui présente ce drone et cette caméra volante. Ça a eu un énorme succès parce que vous avez fait une campagne de financement dite participative, un Kickstarter en l'occurrence. Combien d'argent vous avez reçu en précommande? Alors on a fait une campagne de 30 jours l'été dernier, du 15 juin au 15 juillet. On a récolté 1,3 million de dollars auprès de 2336 personnes qui croient dans le projet et avec qui on construit le projet au jour le jour. Dans le monde entier? Dans le monde entier, 50% aux États-Unis et le reste dans le monde. Et c'était l'été dernier et le produit ne sortira pas avant cet été. Donc, et le produit est toujours en cours de développement et il sortira cet été. Mais simplement parce que vous avez fait un petit film sympa qui montrait en effet un jogger qui était suivi par son... C'est un peu plus que ça, c'est vraiment étudier quelles sont les problématiques du marché auxquelles on apporte une solution. Donc il y a quand même beaucoup de préparation sur la... Non mais je ne dis pas que c'est pas sérieux d'ailleurs, mais je dis ça prouve quand même la force aussi de ces financements participatifs et de cet appel d'air qui permet à des entreprises comme les vôtres finalement de se lancer et de voir le jour. On a vraiment pris la campagne Kickstarter au financement participatif comme un test marché qui a validé qu'il y avait une traction marché, un besoin marché très fort, ce qui nous permet aujourd'hui de développer l'entreprise et d'être serein sur les perspectives de business. Et au-delà, ces Kickstarter, ils continuent à vous accompagner, à vous poser des questions, à vous donner des idées La communauté qu'on a construite sur Kickstarter depuis la campagne nous aide tous les jours. Quand on se pose la question de savoir où placer un bouton ou sur une fonctionnalité par rapport à une autre, ils vont nous aider en donnant des vous avez un petit test, une étude de marché en temps réel en fait. Vous avez une clientèle qui est là et qui est prête à vous aider sur le développement de votre produit. Comment c'est né cette histoire en fait d'ExoPlus? C'est la rencontre de gens passionnés d'avionique, de sport, de vidéo. La rencontre aussi avec un athlète français renommé, donc Xavier Delerue, qui est multiple champion du monde de snowboard, qui lui avait des vraies problématiques pour se prendre en vidéo. Donc il utilisait des hélicoptères, des drones, il n'a jamais trouvé quelque chose qu'il pouvait utiliser partout où il allait. C'est ça qui a été l'étincelle. Et c'est ça qui a été l'étincelle, et c'est la rencontre de différentes personnes qui ont permis d'enrichir le projet. Donc vous êtes parti sur le marché B2C, hein, contrairement à Jérémy qui vise le B2B, parce que vous avez un prix plus abordable ou parce que vous disiez c'est ça l'usage qui va s'imposer, ça va être sur les pistes de ski? Non, c'est parce qu'on a vraiment été scientifique, on a testé le marché sur différentes applications, B2B, B2C, domaine industriel, sécurité, militaire. Et là, on a vu le marché, les segments de marché les plus mûrs, les plus matures, sont sur le B2C. Les gens qui vraiment ont une caméra et veulent l'utiliser d'une nouvelle manière sont les gens qui aujourd'hui achètent ExoPlus et sont ceux à qui on répond. Et alors les usages, donc on parlait de pistes de ski, donc on imagine que ça va être aussi un peu Star Trek, la guerre des étoiles, au-dessus de nos têtes, s'il y a plein de drones qui vous suivent. Les usages, c'est vraiment dans tous les sports outdoor, activités extérieures que vous faites. Faut mettre un casque quand même ou il y a un danger? Vous n'êtes pas obligé de mettre un casque. On a une équipe dont la préoccupation principale est la sécurité de l'objet en l'air, la sécurité des personnes en dessous. Donc le drone ne vous tombera pas dessus. Par contre, il vous suivra, il vous fera des superbes images vidéo que vous pourrez partager. Et d'un point de vue technique, c'est du Bluetooth, hein, c'est ça Alors d'un point de vue technique, on utilise votre smartphone et tous les capteurs embarqués du smartphone, que ce soit le GPS ou la centrale inertielle, et la communication avec le drone se fait en Bluetooth. D'accord.
Jérémy, ça semble un peu complémentaire. On pourrait imaginer finalement cette caméra volante embarquée sur les beams que vous fabriquez pour se déplacer, aller dans des endroits inaccessibles. Enfin, je ne sais pas, j'imagine que vous avez des choses peut-être à... Ça pourrait être effectivement le petit compagnon du beam pour proposer des nouvelles vues à nos pilotes. Ouais. Et puis le fait de découvrir qu'on est à moins de 150 km l'un de l'autre permettra de faciliter l'échange. Et on a vu qu'il n'y avait plus de problème de distance. De toute façon. On pense souvent à Parrot quand on pense aux drones et aux caméras. Il y a des différences, il y a des discussions. Comment ça se passe entre vous? Parrot est un grand acteur du drone français, donc on a forcément des discussions avec Parrot et on discute avec Parrot. Le positionnement est vraiment différent et la manière dont ça se passe, parce que le marché du drone en général, et notamment sur le drone personnel, est en forte croissance, donc il y a de la place pour énormément de monde, sur des positionnements vraiment différents. Un Parrot, vous avez toujours besoin du smartphone pour le piloter. Nous, vous utilisez le smartphone pour savoir quel scénario de film type Hollywood vous voulez avoir, vous le lancez et vous vous occupez de rien. Type Hollywood. Oui, c'est vraiment, on va faire un 360, un travelling, un dolly sur le côté. Et tout ça enchaîné tout ça enchaîné, vous n'avez plus qu'à lancer le drone et à vous préoccuper de comment vous voulez bouger ou comment sourire à la caméra. Est-ce que vous êtes inquiet en termes de régulation? On a vu ces histoires de drones qui survolaient Paris, et l'inquiétude que cela suscite. Est-ce que vous dites on risque d'avoir à un moment donné des contraintes réglementaires qui font que notre marché va être un peu étouffé? Alors la réglementation est un sujet qu'on suit de très près et on a des discussions avec la DGAC en France ou la FAA aux États-Unis pour vraiment comprendre et apporter notre brique sur comment faire évoluer ces réglementations. Aujourd'hui, la réglementation est là pour trois choses. Assurer la sécurité de l'espace aérien, la sécurité des personnes physiques et le respect de la vie privée. Et c'est des choses sur lesquelles nous, on est préoccupés aussi. Et je suis persuadé qu'on pourra travailler main dans la main avec la réglementation pour faire évoluer l'usage des drones. Jérémy, qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question écoutez, moi je connaissais pas spécialement ça, mais moi qui aime beaucoup les drones, ça me fascine de voir qu'on arrive à ce genre de choses, surtout au niveau techniquement, avec du Bluetooth, des choses comme ça, c'est assez puissant. Distance, en fait En Bluetooth, vous pouvez aller jusqu'à 200 mètres. Ensuite, la réglementation vous l'interdit, parce qu'aujourd'hui, c'est 100 mètres maximum entre la personne et le drone, en tout cas en France. Donc 100 mètres au-dessus de moi, ça fait quand même des vues aériennes très, très impressionnantes. Très impressionnantes, mais au-delà de 20 mètres, vous allez être tout petit dans l'image et c'est pas ce que vous allez rechercher. D'accord. Et en fait, en termes de fabrication, un peu même question que pour Jérémy, est-ce que c'est un enjeu, c'est complexe? Où est-ce que vous positionnez dans la chaîne de valeur? Est-ce que c'est comme Apple, juste le design, ou est-ce que vous fabriquez aussi? Alors nous, la valeur ajoutée qu'on apporte réside essentiellement, comme pour Jérémy, dans le logiciel et dans la manière dont on va simplifier l'expérience utilisateur. Donc rendre l'utilisation la plus simple possible et la plus intuitive possible. Ensuite, on a un matériel, donc un drone à fabriquer. L'intégration, l'assemblage se fait en France, donc c'est du Made in France, avec bien sûr des composants qui sont sourcés un petit peu partout dans le monde. Et c'est pas à ce niveau-là qu'il y a peut-être des choses à faire ensemble, développer des pôles de manufacture de ces outils finalement, de cette révolution, cette révolution. Ouais. Effectivement, la fabrication, c'est vraiment un sujet parce que il y a beaucoup de sociétés qui font du software, donc on a besoin de 4 ingénieurs dans un bureau et c'est parti. Nous, quand on parle de hardware, il y a effectivement cette composante de fabrication qui est pas neutre. Et il faut essayer de se battre pour garder ça en Europe, même si ce n'est pas toujours évident. Vous, Antoine, vous cherchez de l'argent actuellement auprès d'investisseurs autres que des Kickstarter. J'imagine que vous suscitez pas mal d'intérêt, on vous regarde. On suscite pas mal d'intérêt et on est effectivement en train de rechercher de l'argent pour un tour de financement à hauteur de 2 millions d'euros. D'accord. Des Américains, des Européens, vous discutez avec qui? Alors on a une très forte présence médiatique aux États-Unis, donc on discute à la fois avec des Américains, puisqu'on est très visible là-bas, et on a un projet qui plaît, et avec des Européens, notamment des Français, puisqu'on est avant tout français, on veut rester français. Et parce que en préparant cette émission, vous me disiez que 50% de votre marché est aux États-Unis. Comment est-ce que vous calculez ça? C'est des retours de Kickstarter, donc c'est les gens du Kickstarter, les préventes qu'on fait depuis, on cherche à connaître qui sont nos clients, pour quels usages ils utilisent le drone. 50% aux États-Unis, 15% en Europe, dont 7% en France. D'accord. Donc en fait, les États-Unis risquent, c'est pas forcément un risque, mais vont sans doute tirer aussi ce marché.
Sur le drone, les États-Unis aujourd'hui tirent le marché. Enfin, il y a de gros acteurs dans le drone et sur les technologies qui sont intégrées dans les drones présents en Silicon Valley. En discutant avec d'autres acteurs du drone, on sait que 50% du marché global du drone est aux États-Unis et ce sont des choses qui vont même croître dans les années à venir. Vous pensez déjà aux prochaines étapes, ce que vous allez faire après Bien sûr, parce que comme le disait Jérémy tout à l'heure, je pense que l'idée c'est de toujours avoir un coup d'avance sur le marché en termes de technologie, en termes de comment on va simplifier des usages. Donc ça fait partie de nos plans de... Et ça sera encore volant, dans l'univers volant ou pas forcément? Ce sera encore volant, ce sera encore plus simple à utiliser et ce sera encore pour un rendu qualité au niveau vidéo encore meilleur. D'accord. Est-ce que ça intéresse aussi des grosses entreprises comme GoPro, des gens qui sont des acteurs de ces caméras sportives par exemple Bien sûr, on est en discussion avec GoPro, avec Sony, avec Panasonic. Je dirais qu'aujourd'hui, on les intrigue. Ce sont des grosses sociétés, même pour GoPro qui est toute récente, qui vient d'être introduite en bourse, qui ne sont pas encore prêtes à passer le pas, mais qui regardent de très près ce qui se passe dans le monde des drones. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs? De la réussite. Oui, non, mais ça, vous avez tous les ingrédients. Mais que le marché aille vite, peut-être. On pourra les acheter quand, en fait, ces premiers drones? Donc on livre nos premiers drones à partir du mois de septembre. Vous pouvez les précommander aujourd'hui. Que sur Internet? Comment ça va se passer? Aujourd'hui sur Internet, si vous allez sur exoplus.com, vous les aurez 25% moins chers et avant tout le monde. D'accord. Et après, il y aura des canaux de distribution. Et ensuite, il y aura des canaux de distribution, dans les magasins également. Si je veux un BIM Pro, comment je fais? BIM Pro, vous allez sur le site d'Awabot et vous nous contactez. Puis on organise pas mal d'événements autour de ça. Bon, écoutez, bravo pour ces produits, ces innovations. Et puis, bonne continuation. Vous viendrez nous raconter dans quelques temps comment tout ça évolue. Merci. Merci, à bientôt. Merci.